Et bienvenue à tous dans une semaine dans le monde. Retour ce soir sur les trois grandes actualités qui ont marqué cette semaine avec à mes côtés ce soir Marie-Roger Biloa, directrice générale d'Africa International Media Group. Bonsoir Marie-Roger. Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonsoir Ziad. Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix, à la une du quotidien, enfin de l'hebdo même, les commémorations la semaine prochaine des 80 ans du D-Day, le débarquement en Normandie. Et également avec nous ce soir Laure Simoes, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Bonsoir à vous aussi Laure, merci d'être avec nous ce soir. Au sommaire, donc Donald Trump condamné par la justice pénale dans l'affaire Stormy Daniels, une première dans l'histoire américaine. Ce verdict rebat les cartes à 5 mois de la présidentielle. Donald Trump a dénoncé tout à l'heure, vous le voyez dans une conférence de presse depuis la Trump Tower, un complot. Il annonce faire appel. Les États-Unis autorisent l'armée ukrainienne à utiliser les armes qu'ils lui fournissent pour cibler le territoire russe. Feu vert également donné cette semaine par Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse commune avec Olaf Scholz. C'était lors de sa visite d'État de 3 jours en Allemagne. Et puis au Proche-Orient, nouveau choc à l'international après le bombardement d'un camp de déplacés à Rafah, suivi d'un incendie aux causes encore floues, au moins 45 morts. L'offensive dans la ville de Rafah se poursuit ce vendredi. Nouvelle manifestation pro-palestinienne par ailleurs, vous le voyez en Occident et notamment à Paris encore ce soir. Paris où l'Assemblée nationale a également été le théâtre d'incidents cette semaine en lien avec le conflit au Proche-Orient. Guilty, coupable, c'est donc le verdict prononcé 34 fois pour 34 faits différents par la Cour criminelle de Manhattan. C'était hier soir en fin de journée. Donald Trump est donc entré une nouvelle fois dans l'histoire en étant le premier ancien président condamné dans une affaire pénale. Et c'est une première pour un ancien président. Et ce, donc pour falsification de documents comptables dans l'affaire Stormy Daniels. Ce dernier s'est posé une nouvelle fois en victime tout à l'heure depuis la Trump Tower où, vous le voyez, il s'est adressé à la presse. On va l'écouter. Tout cela est orchestré par Biden et son équipe. Peut-être que c'est le fait de gens plus importants et qu'il n'en sait rien parce qu'il ne comprend pas grand-chose. Mais il est le président et il faut bien le nommer. C'est orchestré par Washington. Et on n'a jamais vu une chose de cette nature dans l'histoire. On a un juge en plein conflit d'intérêts, mais personne ne veut en parler ni écrire à ce sujet. Je n'ai pas le droit d'en parler. Si je le fais, je vais en prison. Marie-Roger, je vous entendais ricaner, et Ziad aussi d'ailleurs. Un premier commentaire sur cette conférence de presse. Bon, on est sur les mêmes éléments de langage que d'habitude. Le complot, il désigne en l'occurrence Joe Biden. C'est un élément de langage que comprend et qui convainc sa base électorale. C'est-à-dire là, la conférence de presse, ils ont commencé à la diffuser en direct et puis à un moment donné, ils ont arrêté en disant ça fait tellement de mensonges qu'on ne va pas se rendre responsable de diffuser ça sans contrôle, etc. Et donc, et juste après arrive quelqu'un qui faisait donc du fact-checking, on leur dit qu'est-ce que tu as trouvé? Il dit on ne peut pas écouter toute la conférence de presse en direct parce que presque un mot sur deux ou même plus est une contre-vérité. Donc, ce qu'on voit là, c'est... on est quand même, surpris que quelqu'un qui a été impeach 2 fois, qui a 4 procès, en tout cas 4 inculpations sérieuses, et qui a toujours échappé à tout, soit quand même condamné pour une fois, c'est-à-dire jugé coupable. C'est presque une surprise, tellement c'est surréaliste aux États-Unis. Maintenant, est-ce que ça va avoir quelles conséquences? C'est déjà, même sur le plan de la symbolique, je crois que mieux vaut savoir que Trump a été condamné que le contraire. Jean-Christophe, effectivement, on connaîtra la sentence en juillet, 4 jours avant le début d'ailleurs de la convention républicaine à Milwaukee, dans le Wisconsin, durant laquelle il doit d'ailleurs annoncer le nom de son colistier ou de sa colistière. En tout cas, c'est effectivement une première historique. Oui, c'est ça. Donc,
Effectivement, le poids politique, on a plutôt le sentiment que ça ne va pas peser bien lourd parce que la base qui est prête à voter pour Donald Trump est hyper motivée et gobe, je dirais, tout ce que peut dire Donald Trump, même quand c'est extrêmement farfelu et même quand c'est extrêmement décousu. Donc il y a une adhésion très forte. Il y a le Parti républicain qui est incapable de se distancier de Donald Trump et donc qui apporte ses troupes, son financement. Et d'ailleurs, il y a un afflux de dons là, visiblement. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Il arrive finalement et là encore, il y a quand même une immixtion entre les enjeux financiers et ses enjeux personnels qui est quand même un petit peu bizarre. Je voudrais quand même juste insister un petit peu sur, malgré tout, le rôle de la justice. C'est vrai que le temps de la justice n'est pas le temps de la politique. Parfois, les deux finalement sont un peu mélangés et donc là cette décision, ce procès, cette décision guilty intervient alors qu'on est en pleine campagne électorale, mais même si le temps de la justice il est beaucoup plus lent, c'est quand même des moments qui fixent effectivement l'image et qui permettent effectivement de se dire, pour la première fois, il y a un procès et il y a des jurés populaires qui disent oui, cet homme a été coupable de 34 chefs d'inculpation. Donc, c'est pas anodin non plus. Ça a été rapide. Oui, ça a été. Oui. Et donc, voilà, je pense quand même que ça va imprimer quelque chose dans le paysage et ça peut quand même jouer auprès de cet électorat qui est un petit peu mouvant, qu'on appelle les indépendants, et qui peuvent quand même se dire je ne vais pas aller voter pour un président qui a été jugé coupable par un jury populaire. Et la Ziad, fait important, c'est aussi un jury populaire. Ça aussi, c'est symboliquement important. À New York, ce qui est supposé être sa ville. Enfin, il est en plein divorce avec New York, mais disons que sa fortune, sa gloire, sa Trump Tower, tout ça, c'est chez lui, donc c'est intéressant. Non, la question c'est est-ce que ça va faire bouger les lignes? Donc visiblement, on pense que plutôt non, que les magas sont toujours des magas. J'ai lu un article dans Bloomberg qui racontait que l'argent américain, les grands milliardaires sont totalement derrière lui et encore plus après le procès parce que pour eux, en fait, c'est la seule chose qui compte, c'est monnaie. Et donc, le programme républicain de dérégulation, etc., c'est plus important que Biden et la justice et la démocratie, puisque Biden, c'est la régulation. Donc, il a une alliance entre les très grandes fortunes et le populo, ce qui est quand même assez incroyable sur le plan politique, parce que le populo qui a peur d'être déclassé, qui a peur d'être grand remplacé, qui a peur de perdre son travail, qui a peur de... Il faut se rappeler qu'aux États-Unis, il n'y a pas de couverture sociale, il n'y a pas d'assurance chômage, il n'y a pas l'assurance maladie reste quand même quelque chose d'assez particulier. Donc, il y a toute cette classe urbaine populaire américaine qui se sent menacée et son discours parle. Donc, il parle aux riches et il parle aux fragiles. Donc, il est fort, mais moi, je suis quand même étonné que, excusez-moi, c'est le same bullshit, quoi. C'est-à-dire que le discours, il ne fait pas campagne. Il ne dit pas ce qu'il veut faire. Il ne dit pas vers quoi il va, à part de dire c'est un complot, tout le monde me trahit, etc. Donc, c'est très étonnant que cette stratégie-là continue à porter ses fruits sans que les mouvants, parce que dans les sondages, pour le moment, ils ne bougent pas assez mouvants. Après, les spécialistes diront que sur 5 ou 6 États clés, vous savez, les fameux les swing states, si 5 ou 10 000 personnes se déplacent du camp républicain vers le camp démocrate, ça suffit pour faire tourner une élection. Donc peut-être que là, ça jouera. Et puis parlant des juges, excusez-moi, il dit que le juge est un escroc, mais en Floride, il a une juge qu'il a nommée lui et qui a sabordé le procès sur les fameux documents qu'on avait bien entassés à la villa. Et on a quand même une Cour suprême, excusez-moi, qui est supposée être le dernier rempart de la liberté et de la démocratie, qui a largement ralenti le procès sur le Capitole et sur toute la procédure autour du fameux 6 décembre. C'est pour ça qu'on est surpris qu'il y ait un verdict coupable. Et ça, c'était intéressant ce qui s'est passé parce que le jury, le juge a annoncé, le jury va se réunir et tout le monde a plié bagage en disant, on aura le résultat sans doute demain. Puis il a rappelé tout de suite, ça y est, non, c'est en quelques minutes, ils étaient d'accord sur tout. Voilà. Et il faut dire qu'il a passé son temps. Alors, ceux qui observent ça, ils se disent
on n'a pas appris quelque chose de nouveau sur cette affaire, ni sur Donald Trump, on n'est pas surpris, mais il a passé son temps à insulter les juges, à les agresser, à les considérer comme le jury, etc. Tout ça était très difficile à gérer et on ne voyait pas. La question, c'est est-ce que le jugement peut l'envoyer en prison ? Alors d'après les spécialistes du droit américain qui connaissent tout ça très bien, ils disent ils ne l'enverront pas en prison, mais ils peuvent faire en sorte de fortement ralentir sa campagne, par exemple avec une limitation des déplacements ou des autorisations pour se déplacer à partir du... Là déjà, il n'a pas pu faire campagne jusqu'à présent. Mais ça, je pense, c'est une stratégie de ne pas faire campagne et de se baser sur cette justice qui l'agresse, sur ce complot de Biden et des élites de Washington. Donc, pour le moment, il ne fait pas campagne. Il dit « je suis martyrisé ». Joe Biden, d'ailleurs, a réagi sur X, ex-Twitter. Personne n'est au-dessus des lois. C'était un peu le message, qui était quand même assez réservé. Il se garde, on dirait, de tout triomphalisme. Néanmoins, le camp démocrate va sortir boosté. Enfin, cette campagne démocrate va trouver une nouvelle vigueur à travers cette condamnation. Les démocrates, ils attendent un peu justement le booster finalement, avec ce président Biden qui a quand même un très bon bilan dans un certain nombre de domaines. Le domaine économique, ça va pas si mal pour l'Amérique. Le domaine de la lutte contre le climat, faire venir des investissements étrangers, relancer l'industrialisation du pays. Enfin, il a vraiment un bilan intéressant. Il est évidemment plombé en ce moment par la guerre à Gaza. On y reviendra tout à l'heure, mais parce que effectivement, Israël et les États-Unis sont le principal soutien d'Israël. Et il y a une partie de la base démocrate qui le lui reproche, notamment chez les jeunes. Mais sinon, voilà, c'est un président dont on sait depuis 4 ans qu'il n'a pas de charisme, qu'il est même un petit peu fragile dans son expression, dans son attitude. Et donc, il a une vice-présidente qui n'a jamais réussi non plus à jouer un rôle, à imprimer un petit peu dans l'opinion. Et donc, de fait, la campagne du Parti démocrate, elle patine et elle n'a pas de... Alors que face à un rival comme Donald Trump, il y aurait quand même des arguments à faire jouer. Pour le moment, effectivement, le Parti démocrate est en difficulté. On l'a dit ici quand même, le sort du monde entre un homme d'un très certain âge, d'un parti divisé, je parle des démocrates, et d'un escroc. C'est dur à gérer et prendre des décisions pour les partenaires et les alliés, parce qu'il faudra prendre le moins mauvais des scénarios. Et les gens ne vont pas vraiment choisir Trump, ils vont décider s'ils gardent Biden ou pas. Et une autre chose aussi, parce qu'il a toujours l'air invincible, il avance, quoi qu'on fasse, comme King Kong de Trump. On a voulu tirer dessus, il avance, King Kong, mais on a quand même vu qu'il a perdu. D'abord les élections en 2020, ensuite les midterms, il les a perdus, ensuite il a soutenu des candidats qui ont perdu, enfin... Donc, les référendums sur l'avortement, tous perdus. Et ben voilà, donc Trump n'est pas invincible. Le problème, ce sera Biden lui-même. Est-ce que il va donner envie aux gens de voter pour lui? Laure, est-ce que cette condamnation historique a inspiré les dessinateurs? Trump, les dessinateurs de presse. Ils ont été réactifs, parce que du coup, on l'a su hier soir. Sans presse d'envoyer des frasques, comme ils savent les faire. On va commencer par ce premier dessin du dessinateur suisse Chapat pour The Boston Globe qu'on voit à l'antenne. Trump, donc on l'a vu, reconnu coupable, mais on l'a dit, il se démontera pas. Vous avez violé la loi, attends de voir ce que je ferai à la justice, répond-il. Il a déjà torpillé la démocratie avec la prise du Capitole, donc la justice, même pas peur, en somme. Cet autre dessin du dessinateur brésilien Machado, que je trouve particulièrement drôle. Voilà la photo de campagne, désormais, un repris de justice, candidat républicain à la présidentielle. Voilà, c'est Make America Great Again, de face et de profil. C'est tout simple, mais fallait y penser. Puis pour terminer, un dessin de la Serpe, dessinateur français, il a raison, il va falloir faire un petit peu de ménage. Même condamné, Trump pourra être élu. Il va falloir faire un peu de ménage. C'est ici qu'il recevra les grands de ce monde. Parce que le pire, effectivement, c'est que, une fois au Parlement, le pire, c'est qu'il peut malgré tout être candidat. Élu. Oui, c'est ça. Ça, c'est candidat, mais élu.
Et on verra ça en novembre prochain. Merci Laure. Autre thème d'une semaine dans le monde ce soir, l'Ukraine et ce tournant peut-être dans la guerre. C'est en tout cas ce qu'espèrent les Occidentaux après ce feu vert donné par plusieurs pays, dont les États-Unis, à l'utilisation de leurs armes fournies à Kiev pour frapper des cibles en territoire russe. Feu vert donc hier soir de Joe Biden, mais aussi d'Emmanuel Macron cette semaine. Les Ukrainiens pourront utiliser des armes à longue portée comme les missiles Sol-Sol, Attaque MS, les missiles Scalp français ou encore le Storm Shadow britannique. On va écouter à ce sujet le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. C'était aujourd'hui depuis le sommet de l'OTAN à Prague. Ces dernières semaines, l'Ukraine est venue vers nous et nous a demandé si elle pouvait utiliser les armes que nous fournissons pour se défendre contre cette agression, y compris contre les forces russes qui sont massées à la frontière pour attaquer l'Ukraine. Cette demande a été transmise au président et il a autorisé l'utilisation des armes dans ce but. Ziad, qu'est-ce qui a décidé au final les Américains? Ils avaient du mal à franchir ce cap. Sur cette guerre, on a franchi tous les caps petit à petit. D'abord, je pense qu'il faut tenir compte des opinions publiques occidentales qui sont relativement engagées mais divisées. La perspective d'un conflit ouvert avec la Russie, tout ça, c'est des points qui jouent quand même. Il faut faire attention. Ils sont en allée électorale aux États-Unis, donc ça joue aussi. Et puis je pense aussi que le raidissement tactique de la Russie, le raidissement stratégique de la Russie, le fait d'utiliser des bombardements massifs sur les civils, le fait de monter en puissance alors qu'il y avait peut-être l'espérance d'une espèce de désescalade contrôlée de part et d'autre qui aurait pu peut-être amener à une discussion un de ces jours. Là, on voit que... La mobilisation Oui, aussi, la mobilisation totale. Le discours de Poutine, il y a 2-3 jours, j'ai vu où il parle que tout le pays doit être engagé dans cette espèce de lutte existentielle. Et toute l'économie aussi. Voilà, donc là, on sent bien que d'avoir reculé là-dessus. Et puis, je pense aussi que ces attaques russes ciblées quand même, encore une fois, sur des populations civiles, sur les réseaux énergétiques, etc., ça porte. Et donc, on ne pouvait pas maintenir une espèce de crédibilité en disant, oui, mais les armes, on s'arrête à la frontière. Après, je ne suis pas sûr, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais par intuition, je ne suis pas sûr que ces armes vont être utilisées librement. C'est-à-dire que là, déjà, ils ont imposé leurs conditions. Oui, ils ont bien dit que c'était seulement sur un périmètre la région de Belgorod, notamment. Belgorod. La phrase de Blinken sur des troupes massées à la frontière. Donc, on voit que on organise le cadre de ces frappes. Je ne vois pas des missiles aller taper Moscou. Ils ont dit clairement que ce n'était pas pour aller en profondeur dans le territoire russe. Encore une fois, le problème de ces escalades, chacun de son côté, c'est que s'il y a un moment, ça ne s'arrête pas, il y a un moment, on passera à une étape supérieure. Donc c'est toujours ça la difficulté. En tout cas, Marie-Roger, on craint effectivement toujours cette même histoire de la co-belligérance potentielle. Oui. C'est ça qui a freiné un peu les alliés de l'Ukraine dès le départ et les a empêchés d'avoir une vision à long terme. Et ça fait que on a avancé de manière progressive alors qu'à un moment donné, il aurait fallu plus de moyens massifs pour savoir est-ce que... Et ce n'était pas clair aussi au début, on ne peut pas que l'Ukraine perde, mais alors est-ce que vous voulez qu'elle gagne? Dans ce cas, s'il faut gagner face à la Russie, voilà, il faut savoir ce qu'il faut faire. Et donc là, on se rend compte, puisque tout le monde a placé la barre très très haut, pour les alliés, je les appelle les alliés. C'est une guerre civilisationnelle. Donc, à un moment donné, on ne peut pas se dire, finalement, on va laisser tomber. Et les Russes également, qui sont aussi soutenus, j'allais dire, par le Sud global d'une certaine façon. Il y a quelque chose d'énorme qui se joue là et qui fait qu'on ne peut pas laisser l'Ukraine, malgré tout ce qu'on pense de Zelensky, de ceci, cela. Et aujourd'hui, on ne peut pas voir que les choses se tournent mal pour l'Ukraine, parce que tous les jours, nous avons de nouvelles nouvelles. La Russie avance, etc. Et l'Ukraine, les mains attachées dans le dos, ils ne peuvent pas aller bombarder, par exemple, les dépôts de munitions, par exemple, d'où partent les tirs, ceux qui viennent les agresser. Comment on peut... Je suis un pays agressé, envahi, mais moi, je n'ai pas le droit d'aller... ils viennent tuer des civils, détruire des infrastructures, mais je n'ai pas le droit du tout. Il y a quelque chose qui était tordu. Donc, je crois que maintenant, il y a une véritable volonté à vouloir...
gagner cette guerre. Voilà, on commence à... Et aussi peut-être qu'ils se disent que les Russes, ils les ont testés aussi. La menace nucléaire semble s'être éloignée, c'est dans l'intérêt de personne. Et qu'ils voient, comme disait Blinken, la phrase principale, c'est qu'il faut suivre et s'adapter. Donc on aura sûrement encore des nouvelles mesures et des décisions qui vont prendre et on dans le même attend sens. de voir justement quelle va être, Jean-Christophe, la réponse de la Russie. Enfin, il y a déjà eu des menaces. Ouais. Oui, moi je pense aussi qu'il faut voir dans ces autorisations qui sont données des déclarations qui vont permettre de prendre position par rapport à des attaques de l'Ukraine qui vont se dérouler sans doute à l'été, à l'automne. C'est-à-dire que le consensus, on va dire que pour les pays occidentaux, le consensus, c'est vraiment il faut que l'Ukraine puisse retrouver son intégrité territoriale, donc qu'elle puisse reconquérir tout son territoire. On sait que ça va être très difficile, voire impossible. Mais néanmoins, pour qu'un jour il y ait des négociations, là aussi, le consensus dans les pays occidentaux, c'est qu'il faut que l'armée ukrainienne ait la capacité d'avancer à nouveau, d'enfoncer les lignes russes dans tel ou tel endroit, sur telle ou telle partie du front. Et de là, il faut donner donc à l'armée ukrainienne des moyens qui lui permettent de faire basculer un peu la situation sur le champ de bataille, alors que pour le moment, depuis plusieurs semaines, c'est plutôt l'armée russe qui avance progressivement. Donc là, les autorisations qui sont données, les feux verts qui sont donnés, c'est vraiment pour permettre à un moment donné à l'armée ukrainienne de lancer des offensives qui iront peut-être pas jusqu'à la reconquête totale, mais en tout cas, elles changeront la donne sur le terrain et ça ouvrira le jeu à nouveau diplomatique. Là, on est dans un scénario fin de l'année, l'année prochaine, dans 2 ans, on ne sait pas. Mais en tout cas, je pense que ces décisions qui sont quand même très importantes, quand même, de se dire, OK, nos armes, à nous, Français, Britanniques, Allemands bientôt, alors justement, américains, elles vont pouvoir taper directement dans le territoire russe, c'est effectivement vraiment pas anodin. Justement, peut-être un mot de l'Allemagne, Ziad, qui a emboîté le pas immédiatement après les États-Unis, alors que jusque-là, ils étaient très réticents. Emmanuel Macron, lui, quand il était en visite d'État en Allemagne, avait déjà dit qu'il y était favorable. Olaf Scholz, on le sentait très réservé, voire silencieux. Bon. Est-ce que l'Allemagne attend toujours, en gros, que les États-Unis se décident ? Oui. C'est la stratégie allemande. Les Français, c'est sympa, mais notre intérêt, j'allais dire, essentiel, c'est quelle est la position des États-Unis et la manière dont elle va nous impliquer. Donc là, ils auraient difficilement pu rester sur une position d'attente avec les Français et les Américains disant il faut utiliser les armes et aller. Donc c'était naturel. Ce qui est dommage, c'est que ça fait un petit peu... un peu téléphoné, un peu dernière roue du camion, bon on y va parce qu'on n'a pas le choix. Mais encore une fois, je pense que globalement, on n'a pas entendu beaucoup parler les russophiles d'Europe, les Hongrois, l'Europe de l'Est. Bon, on va voir aussi comment la cohésion européenne va tenir, parce que si on monte d'un cran, les pays qui essayent de jouer au moins une espèce de passage, on va voir dans quelle situation ils sont. La deuxième chose aussi, c'est qu'on a des nouvelles quand même d'une Russie qui se porte moins bien. On a des messages sur des impôts qui augmentent, sur la mobilisation, on en a parlé, sur une espèce d'épuisement du trésor de guerre. Donc on va voir si ça joue. Et puis, il ne faut pas penser que cette guerre se joue uniquement sur le territoire ukrainien. Elle se joue dans l'espace digital, elle se joue par des actions de déstabilisation. On en a eu en France avec les fameuses mains rouges. Elle se joue partout. Donc on va voir où tout ça nous mène. Et puis il y a cet acteur qu'on n'arrive pas à lire, qui est cette Chine, dont on n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'elle, on comprend qu'elle joue ce rôle de soutien à la Russie, mais jusqu'à quel point? On parle d'armes maintenant, on parle d'un effort littéralement stratégique. Donc c'est quand même, c'est toi qui disais le Sud global, mais bon, c'est la Chine et la Russie ensemble. C'est un changement systémique. Comme on n'en a jamais vu, depuis la fin de la guerre. Donc c'est très impressionnant. Et face à ces acteurs, l'Europe apparaît assez peu unie. En tout cas, c'est ce que venait chercher Emmanuel Macron en Allemagne. C'est justement à 2 semaines des Européennes aussi. C'était ça la symbolique de cette visite d'État. Très clairement, lorsqu'il a rencontré la jeunesse allemande, tchèque, polonaise à Dresde,
Il a reçu comme une rockstar. Voilà, c'est ça. Et il a voulu jouer justement un rôle de motivation et d'unification. Donc ça a été, je pense, très bien reçu en Allemagne. Il faut noter quand même que en ce moment, les Ukrainiens, alors c'est soit Zelensky, soit le Premier ministre, mais ils vont dans quasiment tous les pays européens. Les Suédois et pour aujourd'hui d'ailleurs Volodymyr Zelensky y est dans les pays nordiques. Les Suédois ont signé un chèque de 1 milliard d'euros d'aide avec notamment des systèmes anti-radar, l'Allemagne aussi. Il est allé au Portugal qui a signé un chèque aussi. Et donc je pense qu'on va, puisqu'il y a un sommet de l'OTAN qui arrive en juillet, il y a aussi les célébrations du débarquement la semaine prochaine, le D-Day, où il y aura une cinquantaine de chefs d'État occidentaux, dont Joe Biden. Joe Biden. Et donc là, je pense qu'on va avoir des déclarations d'unité très fortes, que ce soit la semaine prochaine ou que ce soit au moment du sommet de l'OTAN. Et il y a quand même tout un tas de processus aussi qui ont été lancés à la fin de l'année dernière. Vous savez, la fameuse histoire des obus, les 1 million d'obus, comment est-ce qu'on va les donner aux Ukrainiens? On n'arrive pas à les fournir en Europe, il faut aller les acheter ailleurs. Eh bien, ça commence à arriver. Et donc, la République tchèque, qui est très en pointe là-dessus, a fait un état des lieux cette semaine. Et il va vraiment y avoir maintenant des dizaines de milliers d'obus qui vont être livrés à l'Ukraine dans les prochaines semaines. Et ça va continuer pendant toute l'année. Donc voilà, cette montée en puissance et cette unité européenne, elle se manifeste. Avec des Jeux Olympiques au milieu. Hein. C'est juste au milieu de tout ça. Et on verra justement, les JO seront sans doute aussi au cœur d'opérations de déstabilisation. Enfin, c'est déjà le cas, mais ce sera sans doute le cas à nouveau. Laure, les dessins sur ce deuxième thème? Oui, je vais vous montrer 2 dessins, dont un premier que je trouve assez drôle du jeune dessinateur français Piette. On l'a dit, Zelensky donc salue le feu vert des Européens et Américains, mais une question évidemment subsiste, qu'il dépeint avec beaucoup d'esprit. Vous pouvez finalement frapper la Russie avec les missiles que je refuse toujours de vous livrer, dit Scholz à Zelensky, qui, ma foi, a un petit peu mal à la tête à l'avance. Moi, j'aime beaucoup la dentition de Macron, que je trouve particulièrement réussie. Et puis, pour terminer, ce dessin de Kazanevski, un dessinateur ukrainien qui est réfugié en Slovaquie depuis que la guerre a éclaté, qui craint toujours la réaction du maître fou du Kremlin, qui brandit la menace nucléaire à tout bout de champ. J'ai échangé aujourd'hui rapidement avec lui pour lui demander comment s'il voyait ça d'un bon œil et si c'était un ouf de leur côté. Et j'ai senti qu'à la fois, c'était évidemment une conviction absolue que les Occidentaux devaient apporter leur soutien et aller de l'avant pour soutenir l'Ukraine. Mais j'ai aussi senti une crainte de la riposte potentielle de Moscou qui le paralysait un petit peu. Donc il était vraiment partagé entre la conviction que c'était la bonne voie et en même temps beaucoup de craintes, sans doute motivées par le traumatisme aussi. Merci Laure. Et puis dernier thème d'une semaine dans le monde ce soir, le Proche-Orient une nouvelle fois. Espagne, Irlande, Norvège ont franchi le pas cette semaine en reconnaissant ensemble cette semaine donc l'État de Palestine. Emmanuel Macron s'y est dit favorable, mais pour lui, cette reconnaissance doit intervenir, dit-il, à un moment utile. Ce débat divise en tout cas l'Occident, alors que la situation sur le terrain a une nouvelle fois suscité un vif émoi avec ce bombardement israélien sur un camp de déplacés à Rafah, dans lequel au moins 45 personnes ont été tuées, certaines même brûlées vives à la suite d'un incendie aux circonstances encore floues. On va écouter sur cette question de la reconnaissance de l'État de Palestine le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, suivi d'Emmanuel Macron. La reconnaissance de l'État de Palestine n'est pas seulement une question de justice historique à l'égard des aspirations légitimes du peuple palestinien, c'est aussi une nécessité urgente si nous voulons tous parvenir à la paix. C'est le seul moyen d'avancer vers la solution que nous reconnaissons tous comme la seule possible pour parvenir à un avenir de paix, celui d'un État palestinien vivant côte à côte avec l'État d'Israël dans la paix et la sécurité. Je considère que cette reconnaissance doit arriver à un moment utile, c'est-à-dire à un moment où elle s'inscrit dans un processus où les États de la région et Israël se sont engagés et qui permet, sur la base aussi d'une réforme de l'autorité palestinienne, de produire un résultat utile. Je ne ferai pas une reconnaissance d'émotion, si je puis dire. Alors tout d'abord, sur cette question de la reconnaissance de l'État de Palestine, pas de continuité territoriale, Jean-Christophe, pas de frontières bien fixées, pas d'autorité non plus parfaitement légitime, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, cette
reconnaissance, symboliquement, c'était important ? C'est important et en même temps, l'argumentation française, donc, c'est de dire, là, en ce moment, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire, est-ce que la reconnaissance permet vraiment de changer la donne sur le terrain ? Est-ce que ça change la donne politiquement ? Voilà, c'est une question ouverte et moi je pense que la démarche espagnole est très intéressante. Elle s'explique aussi par des raisons de politique intérieure, c'est-à-dire qu'il y a au sein de la coalition espagnole un parti de gauche, toutes choses égales par ailleurs, c'est un peu les mélenchonistes qui sont au gouvernement en Espagne et donc qui poussaient très fort dans ce sens-là. Et donc dans l'équilibre interne finalement du gouvernement, Sanchez a dit on y va. C'est non pas un cadeau, il l'explique très bien pourquoi il le fait, mais voilà, cet enjeu de politique intérieure est réel aussi. Et en France, la politique intérieure, elle est très différente. Et, voilà, alors justement, donc, Emmanuel Macron s'y dit favorable, mais il dit ne pas être favorable à une reconnaissance d'émotion et que cette reconnaissance doit intervenir à un moment utile. C'est quand le moment utile ? Est-ce que ça n'entretient pas le flou autour de la position française ? De toute façon, ça peut s'expliquer, mais ce que je note, c'est quand même que 80% des membres de l'ONU ont reconnu la Palestine. Et je note également, et ça, ce qui m'a surpris, j'ai regardé l'interview de Netanyahou donc hier soir chez nos confrères de LCI, qui a beaucoup divisé. C'est ça. Et je me disais... Voilà, il est en opération de charme, il veut convaincre l'opinion française. Et je me demandais, est-ce qu'il croit qu'il peut le faire en disant, par exemple, non, je ne veux pas d'État palestinien parce que ce serait un État terroriste, il serait la proie de l'Iran. Non, il n'y a pas d'occupation en Cisjordanie. Non, nous ne sommes pas des colons. Voilà, et se comparer à De Gaulle et Churchill face aux pauvres Palestiniens. Enfin, il y avait des choses là-dedans où on se disait, voilà, s'il y a besoin de symboles, au moins, il faut quand même regarder les Palestiniens. Ils accueillent cette reconnaissance avec beaucoup de... Comment on dit une forme de soulagement. Bien sûr que ça ne les sort pas de la situation actuelle, mais c'est également compréhensible qu'on se dise, que la France dise « je suis tout à fait pour la reconnaissance », mais il n'a pas dit le contraire, il n'a pas dit « non, je ne veux pas reconnaître », il a dit « je veux le faire », mais peut-être qu'il veut l'utiliser comme un atout à un moment donné aussi pour faire avancer la discussion. Très, très frappant aussi, c'est qu'aujourd'hui, Netanyahou n'a absolument pas de vision pour l'après, sauf que oui, on va continuer c'est ce que lui reprochent les Américains. Voilà, on va continuer à faire des incursions de sécurité, on fait ce qu'on veut là-bas, et voilà. Donc, je crois que je ne sens absolument aucun optimisme nulle part. C'est pour ça que des reconnaissances, des gestes comme ça, où on a massivement 80% des pays qui disent la Palestine a droit à un État, la Palestine et les Palestiniens sont des citoyens qui devraient être des citoyens de même valeur que les Israéliens. Voilà, on est dans le symbolique, mais on espère tous que maintenant les partenaires, les amis d'Israël, tous ceux qui ont du pouvoir, notamment les Américains, alors justement, vont pousser maintenant ce qu'ils n'ont pas fait en 70 ans, à une solution véritable. C'est la seule chose qu'on peut faire. Alors justement, on sentait jusque-là, en tout cas ces dernières semaines, les Américains quasi paralysés. Là, visiblement, Joe Biden est en train de s'exprimer sur justement la guerre au Proche-Orient et en train de proposer une feuille de route pour Gaza qui comprendrait un cessez-le-feu donc complet, un retrait ainsi que la libération d'otages. Et puis il propose aussi, Ziad, apparemment un retrait des forces israéliennes de Gaza pour 6 semaines. On a le sentiment que les États-Unis essayent de reprendre la main face à Benyamin Netanyahou. C'est la complexité de cette discussion. C'est est-ce qu'ils veulent reprendre la main ? Il dit même, excusez-moi, il est temps que cette guerre se termine. C'est ce qu'il. Alors, il semblerait que c'est une proposition quasiment israélo-américaine. C'est l'histoire des 6 semaines.
et du cessez-le-feu global qui donc inclurait les otages. Donc je pense que ça fait partie de la proposition qui a été rapportée sur la table. Je pense que pour les Américains, c'est important que cette guerre s'arrête, au moins pour que les images arrêtent d'être diffusées, au moins pour qu'on puisse revenir, ce qui est important, la campagne électorale du président Biden. Je ne crois pas du tout qu'il y ait du côté américain qu'il y ait une véritable volonté de résoudre le problème politiquement. Ils savent très bien que de toute façon, en année électorale, c'est impossible, que Netanyahou est là, que sa popularité, finalement, ne s'érode pas beaucoup, que ses opposants, comme Gantz... Ouais, enfin, les derniers sondages, il est toujours le 36% incontournable et donc c'est très difficile. Donc je pense que pour les Américains, c'est du pragmatisme. Il faut que ça s'arrête, il faut trouver une solution pour qu'on arrête les bombardements, pour que les images arrêtent d'être diffusées et qu'on essaye d'entrer dans autre chose. Mais c'est pas une pression, c'est pas une pression absolument stupéfiante, c'est pas une rupture. Enfin, on voit bien que on vont continuer à livrer. On n'est pas dans un changement de paradigme. Après, excusez-moi, mais bon, là, je découvre avec vous l'histoire du cessez-le-feu pendant 6 semaines. La question qui vient évidemment à l'esprit, c'est 6 semaines plus un jour. Qu'est-ce qu'on fait ? Et Netanyahou a répondu en partie sur LCI en disant j'ai un droit d'intervention permanent. Et en gros, il n'a pas de plan pour l'après, effectivement. Enfin, le plan pour l'après, c'est une espèce d'autonomie assez particulière qui n'en serait pas vraiment une, avec un droit d'intervention permanent. Donc, c'est rien. Et donc, on est dans le statu quo de l'occupation permanente. Et parce qu'il y a la situation à Gaza, et puis il y a la situation en Cisjordanie, qui est, d'après ce qu'on lit, même dans la presse israélienne, est explosive. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, ça va partir en vrille. Et sur ce sujet, hier soir, justement sur LCI, Benjamin Netanyahou l'affirme, les colonies israéliennes sur place ne sont pas illégales. Non, mais en dehors du fait qu'elles ne sont pas illégales, le matraquage quotidien pour expulser les gens, pour taper sur les camps de réfugiés, pour essayer de liquider toutes les cellules islamistes, du djihad islamiste, du Hamas, etc., la guerre se poursuit là-bas aussi. Donc tout ça... ça serait bien qu'il y ait... Oui, je serais presque tenté de dire, prenons-les ces 6 semaines juste pour que l'on puisse faire de l'humanitaire, pour que les Américains puissent nous montrer à quel point ils sont des good old boys et qu'ils vont enfin mettre leur pont et enfin ça va débloquer les choses. Mais tous les problèmes sont là. La frontière de Rafah, est-ce qu'elle va revenir à son statut antérieur ? La question de l'Égypte et d'Israël, la question de la Cisjordanie, tout est posé sur la table avec un personnage qui sait que le temps joue pour lui parce que si ça s'arrête vraiment, lui est dans les soucis. Et sa coalition. Et il a indiqué que ça va durer, la guerre pourrait durer encore 7 mois. C'est-à-dire justement et l'un des autres enjeux aussi, il y a la Cisjordanie, mais il y a surtout le Liban. Et ça, tout le monde a la trouille de ça, enfin, notamment aux États-Unis, parce qu'il y a un consensus aujourd'hui dans la classe politique israélienne qui est de dire peut-être que c'est quand même le bon moment pour aller faire le ménage aussi chez le Hezbollah, au sud du Liban, et d'entrer dans une offensive qui serait encore plus importante que celle qui s'est déroulée dans la bande de Gaza, parce que les moyens du Hezbollah sont beaucoup plus importants que ceux du Hamas dans la bande de Gaza. Et dans l'opinion israélienne, il y a un assez fort consensus aussi dans ce sens, parce que l'opinion israélienne ne comprend pas pourquoi des dizaines de milliers d'Israéliens qui habitent les villages du nord d'Israël sont toujours des personnes déplacées. On les a obligés à quitter leur village et leur maison parce que l'armée israélienne craint des bombardements du Hezbollah par-dessus la frontière, voire des actions terrestres du Hezbollah. Mais donc, ça veut dire qu'il y a des dizaines de milliers d'Israéliens qui vivent comme des réfugiés dans leur propre pays. Et ça, visiblement, ça ne passe pas dans l'opinion israélienne. C'est un signe de faiblesse. Et donc, il y a vraiment cette espèce de montée très, très lente d'ébullition un petit peu autour de cet enjeu d'une guerre qui serait déclenchée contre le Liban, qui est vraiment un enjeu alors, en même temps, les États-Unis ne le souhaitent absolument pas, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que ce serait à nouveau des scènes de violence. Et donc, peut-être qu'en vraiment calmant le jeu pendant 6 semaines dans la bande de Gaza, vous retirez un petit peu cette énergie négative qui est aujourd'hui très présente en Israël. Pour continuer après, peut-être, pour reprendre de plus belle. Et après, ce que je voulais dire juste, c'est qu'on retrouve un peu dans ces paramètres quand même un cessez-le-feu, retrait de l'armée israélienne. Il ne faut pas oublier les pays arabes qui se concertent beaucoup en ce moment
Égypte, Arabie Saoudite, Qatar. Avec la Chine aussi, d'ailleurs, on l'a vu cette semaine. Mais quand même, d'abord, entre eux, ils parlent beaucoup entre eux. Et avec l'Arabie Saoudite qui joue un rôle, dont finalement l'un des enjeux aussi, le jour où la guerre s'arrête, c'est c'est la reconnaissance mutuelle entre Israël et l'Arabie Saoudite. C'est un énorme enjeu dans la région. C'est considéré comme un très très grand facteur de stabilisation. Mais l'Arabie Saoudite dit, moi, hors de question, tant que les combats ne sont pas arrêtés, tant que Israël ne s'est pas retiré, et avec l'enjeu de la reconnaissance de l'État palestinien. Donc là, c'est peut-être que des prémices, mais ça peut s'expliquer aussi par ça. C'est pour ça que si les Français pouvaient éviter d'être les derniers du train en disant le moment utile, qui est une notion quand même assez spéciale, je sais pas, il n'y a jamais eu de moment utile, donc c'est un moment politique, c'est un message. Demandons aussi à l'autorité palestinienne de se réformer. Oui, mais alors ça aussi, quel joke, excusez-moi, quel gag. Les types, ils sont étranglés, ils sont réduits dans leur petite poche de Ramallah, ils sont encerclés. La Palestine publique, elle existe dans le monde. C'est ça qui est intéressant. Dans les ambassades, dans les organisations internationales, dans tout ce système international où il y a des diplomates palestiniens, c'est là où elle existe. Donc c'est pour ça que les reconnaissances sont importantes aussi. Laure, un dernier coup d'œil au dessin sur le Proche-Orient. Oui, mais c'est toujours un sujet qui mobilise aussi beaucoup nos dessinateurs. On commence par ce dessin d'Emma Dajjaj, grand dessinateur jordanien, sur justement le bombardement du camp de réfugiés à Rafah. Vous savez, quand les dessinateurs convoquent le Guernica de Picasso, généralement, c'est qu'ils abdiquent à trouver une meilleure idée pour raconter l'horreur. Donc ce dessin méritait d'être montré. On a cet autre dessin de la dessinatrice turque Zehra Omeroğlu, qui est aussi très fort, puisque on revient sur ce camp de déplacés, qui était pourtant considéré comme une zone humanitaire. Donc là, elle pousse le paroxysme graphique à son maximum en montrant cet amoncellement de crânes et en mettant zone humanitaire devant. Ça donne évidemment à réfléchir. Un autre dessin que je trouve qui a pour moi beaucoup de valeur, c'est le dessin du dessinateur israélien Kishka sur la reconnaissance de la Palestine cette semaine, qui a été faite donc par la Norvège, l'Irlande et puis l'Espagne. Bonne nouvelle, nous reconnaissons la Palestine. Et puis on a ce Palestinien qui, devant les décombres, dit « moi je ne la reconnais plus ». C'est une idée qui a été très récurrente chez les dessinateurs là, ces derniers jours, mais venant d'un dessinateur israélien qui a toujours été défenseur de la paix, bien évidemment, mais qui a aussi vécu le traumatisme du massacre du 7 octobre, ça a beaucoup de sens. Et puis pour terminer, ce dessin du dessinateur américain Cal pour The Baltimore Sun, que j'aime bien l'allégorie. Pendant que le Hamas et Bibi s'écharpent et s'isolent du monde, vous voyez Bibi qui tape et qui dit « vous ne voyez pas qu'on est occupé ». Les canaux de sauvetage de la solution à deux États pourraient pourtant paraître si évidents pour établir la paix. C'est vrai que quand on y pense, il suffirait de décider. Il suffirait. Et c'est ainsi que s'achève Une semaine dans le monde. Merci beaucoup Laure, merci Ziad, Marie-Roger et Jean-Christophe pour vos éclairages ce soir. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Émission à retrouver sur notre site internet, en podcast et sur les réseaux sociaux. Restez avec nous sur France 24. Prochain point complet sur l'actualité internationale dans quelques minutes.